Franklin D. Roosevelt et Winston Churchill avaient deux caractères différents. Les deux hommes avaient souvent eu des hauts et des bas quant à leur vision sur la guerre. Roosevelt voulait rester neutre, mais Churchill voulait avoir l'aide de cet allié pour continuer la guerre contre l'Allemagne nazie. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le caractère de ces deux personnes qui ont marqué le second conflit mondial. Franklin D. Roosevelt était un politicien et un homme d'État, mais il ne fut jamais un homme de guerre. Il avait des idées logiques et justes, un sens profond de la morale et une haute opinion de son devoir envers son pays. Winston Churchill était quant à lui à la fois un praticien et un rebelle. Il avait été soldat dans sa jeunesse, politicien plus tard, et un véritable homme d'État lorsqu'il avait atteint l'âge mûr. C'était un homme d'action, un chef inspiré. Que des personnages aussi différents que le Premier ministre britannique et le président des États-Unis se soient aussi bien compris et aient pu poursuivre des buts identiques et en soient remarquables. Roosevelt apporta au camp allié pendant la Seconde Guerre mondiale l'équilibre, l'esprit de compromis et l'opportunisme politique nécessaires pour atténuer les différends profonds qui opposaient Churchill et Staline. Aucun homme de guerre n'aurait pu obtenir de résultats dans un domaine aussi sensible. Le président des États-Unis n'ignorait pas qu'une des principales faiblesses de l'Axe résidait dans le fait que ses chefs étaient incapables de prendre et d'appliquer des décisions communes, acceptables par les diverses parties concernées. Roosevelt et Churchill considéraient que la plus grande force des Alliés reposait sur la solidité de leur alliance. Et les deux hommes œuvrèrent pour que le camp auquel ils appartenaient travaille dans l'unité et la constance. Cette attitude était absente dans le camp de l'Axe, ce qui contribua à sa défaite. Mais c'est sans doute le refus de Churchill d'accepter tout compromis, un trait de caractère qui lui avait fallu de longues périodes de traversée du désert pendant l'entre-deux-guerres, qui conduisit les Alliés vers la victoire totale. Pour une grande partie de l'Europe, la fermeté dont fit preuve le Premier ministre britannique signifia la liberté. Roosevelt, lui, suivit la voie moyenne qui permit aux Alliés occidentaux de préserver l'alliance avec l'Union soviétique et qui rendit la victoire possible. Il admit que Staline avait raison lorsqu'il réclamait à corps et à cri l'ouverture d'un second front en Europe pour 1942. Mais Roosevelt n'ignorait pas que c'était là une tâche impossible pour l'époque. Aussi, proposa-t-il de débarquer en Afrique du Nord à la fin de 1942, apaisant quelque peu le maître du Kremlin. Le président américain savait aussi qu'une écrasante partie de son opinion publique souhaitait que le Japon fût défait en priorité. Mais il se rendait compte de la nécessité vitale pour l'équilibre de l'après-guerre, donc pour la paix future du monde, d'écraser d'abord l'Allemagne. Roosevelt possédait une qualité rare chez un homme politique, qui lui permettait de trouver des compromis sans pour autant dévier de la ligne tracée au départ. Tels étaient les deux hommes qui tinrent les rênes des grandes puissances occidentales au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais les conseillers dont ils s'entourèrent jouèrent un rôle non négligeable dans la conduite de la guerre. La force de l'équipe de Roosevelt résidait dans le fait que ceux qui la constituaient lui ressemblaient. C'étaient pour la plupart des hommes provenant des États de l'Est, et pour beaucoup diplômés de l'université Harvard. Parmi les militaires proches du président figurait le général George C. Marshall, chef d'état-major général de l'armée de terre, qui allait faire une belle carrière politique au lendemain des hostilités. L'amiral Ernest J. King, chef des opérations navales, et le général Henry H. Arnold, chef de l'aviation militaire. Ces hommes ne furent pas seulement des militaires, ils formèrent aussi l'ossature du gouvernement de guerre des États-Unis. À leur côté, travaillèrent de fortes personnalités, comme Henry L. Stimson, secrétaire d'État à la guerre, Edward R. Stettinius, d'abord responsable du pré-bail, puis secrétaire d'État aux Affaires étrangères en 1944, et Joseph Grieve,
ancien ambassadeur au Japon et principal conseiller de Roosevelt en matière de problèmes asiatiques. La qualité de cette équipe hors du commun était rehaussée par la présence d'hommes de grand talent comme Cordell Hull, Sumner Welles, Frank Knox, James Forrestal et l'extraordinaire Harry Hopkins, fils d'un petit artisan de l'Iowa. Voyageur et parleur infatigable, Hopkins constitua le lien entre Roosevelt d'une part, Staline et Churchill d'autre part. Le président américain s'adressait souvent à lui lorsqu'il avait besoin d'un conseil. Hopkins n'avait guère d'amis, mais tout le monde le respectait. En Grande-Bretagne, Churchill avait réuni autour de lui des hommes aussi intègres, habiles, déterminés et énergiques que lui. Appelé au pouvoir à la suite des événements d'avril et de mai 1940, après la chute du chef de son propre parti, Neville Chamberlain, il avait créé un gouvernement d'union nationale et tiré d'une situation politique que d'aucuns jugeaient désastreuse les éléments d'un renouveau. Plutôt que de choisir ses collaborateurs parmi les membres de sa majorité parlementaire, c'est-à-dire au sein du Parti conservateur, il avait préféré s'attacher aux meilleures compétences du pays. Dans le Parti travailliste, il prit A.V. Alexander, futur comte de Hillsborough, lequel assura les fonctions de premier lord de l'amirauté. Du Parti libéral vint Sir Archibald Sinclair, nommé ministre de l'Air. Anthony Eden, nommé ministre de la Guerre, appartenait quant à lui au Parti conservateur. L'homme avait démissionné du cabinet Chamberlain où il était secrétaire d'État aux affaires étrangères, parce qu'il s'opposait à la politique d'apaisement. À ses fonctions de Premier ministre, Winston Churchill ajoutait celle de ministre de la Défense nationale. Il résista aux fortes pressions qui lui enjoignaient de chasser Lord Halifax du ministère des Affaires étrangères et conserva en son cabinet Neville Chamberlain lui-même, dont il appréciait l'expérience politique. Halifax fut remplacé par Anthony Eden en décembre 1940 et devient ambassadeur à Washington. Le ministère de la Guerre revint à ce moment-là à David Margison. Poursuivant sa politique d'ouverture, le Premier ministre britannique nomma Ernest Bevin, du Parti travailliste au ministère du Travail et Clement Attlee, chef du même parti, comme garde du Petit Sceau. Enfin, Herbert Morrison devient ministre du Ravitaillement. Le charismatique éditeur canadien Lord de Beaverbrook, dont la carrière peut être comparée à celle d'Albert Speer en Allemagne, prit quant à lui les rênes du ministère de la production aéronautique, auquel il donna un coup de fouet. Enfin, le secrétaire parlementaire de Churchill, Brendan Bracken, fut investi en dépit de l'opposition du roi George VI des fonctions de conseiller privé. Les chefs d'état-major du Premier ministre britannique constituèrent, tout comme ceux de Roosevelt, une équipe extrêmement soudée et efficace. L'amiral Sir Dudley Pound fut premier lord de la mer et chef d'état-major de la marine jusqu'à sa mort, survenue en 1943. Il fut remplacé par l'amiral Andrew Cunningham, plus tard vicomte Cunningham de Hindop. Le chef d'état-major de l'air, nommé en octobre 1940, fut le maréchal Charles Portal, et le rôle central de chef d'état-major des forces impériales fut tenu par le général Alan Brooke, futur maréchal. Une autre personnalité importante servant de courroie de transmission entre Churchill et les chefs d'état-major des armées fut le général Hastings Ismay, secrétaire du comité de défense impériale. La victoire alliée reposa en grande partie sur les capacités dont firent preuve Churchill et Roosevelt, mais aussi sur celles des hommes sur lesquels ils s'appuyaient. Ces capacités furent telles que pendant toute la guerre, aucun changement autre que dû à la maladie ou à la mort ne fut nécessaire dans cet organigramme, et ce, des deux côtés de l'Atlantique. Rarement, une telle pérennité a pu être constatée dans l'histoire de nations en guerre.